Nous sommes le lundi 21 janvier 2019. Ce jour-là, Emiliano Sala, un joueur de foot argentin âgé de 28 ans qui évolue au poste d'attaquant, se trouve à l'aéroport de Nantes Atlantique. Il était en fait de retour dans la ville pour récupérer ses affaires et faire un dernier au revoir à ses anciens coéquipiers qu'il quitte définitivement pour rejoindre son nouveau club, le club gallois de Cardiff City, qui évolue dans le championnat professionnel anglais. Un transfert estimé à 17 millions d'euros. L'avion privé, qui est chargé de transporter Emiliano jusqu'à Cardiff, devait normalement décoller à 9h le matin ce jour-là, mais a été décalé au soir pour quelques vérifications techniques. Sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport, on voit Emiliano Sala passer tranquillement les portiques de sécurité, tandis que son pilote, David Ibbotson, 59 ans, missionné pour le transporter, fait les derniers réglages à bord de l'appareil. Le petit avion, un Piper Malibu, s'élance sur la piste numéro 3 et décolle à 20h12 pour une arrivée prévue à Cardiff 2 heures plus tard. Malheureusement, l'avion va totalement disparaître des écrans radars et ces images seront les toutes dernières de David Ibbotson et Emiliano Sala. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo, installez-vous confortablement puisqu'aujourd'hui ce n'est pas une histoire de disparition qui nous attend, ce n'est pas une affaire criminelle non plus, mais plutôt le tragique destin d'un jeune footballeur qui a perdu la vie dans des circonstances très troublantes il y a quelques années. C'est un format que je vais essayer de faire assez régulièrement sur ma chaîne, vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Que s'est-il passé ce jour-là ? Emiliano Sala, vous allez le voir, était un jeune footballeur de 28 ans qui avait la vie devant lui, une carrière footballistique bien entamée, des portes qui lui étaient ouvertes, mais malheureusement, il a perdu la vie dans des circonstances très troublantes. C'est pas le transfert en lui-même qui va poser question, vous allez le voir, puisqu'un transfert, c'est quelque chose de normal dans la vie d'un footballeur, mais c'est plutôt ce fameux trajet entre Cardiff City et Nantes-Cardiff. Que s'est-il passé ? Comment se fait-il qu'Emiliano Sala a perdu la vie ? Quels sont les secrets de ce voyage ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en revenant entièrement sur le tragique destin d'Emiliano Sala. Emiliano Raúl Sala Tafarel est né le 31 octobre 1990 à Progreso, un village de 3000 habitants niché dans la province de Santa Fe, au nord-ouest de Buenos Aires, en Argentine, où son père, Horacio Sala, travaillait comme conducteur de poids lourd. Sa mère s'appelle Mercedes et Emiliano a un frère, Dario, et une sœur, Romina, que le grand public découvrira lors de la tragédie. On n'en sait pas vraiment plus sur l'enfance d'Emiliano Sala, à part que c'est le football qui va guider sa vie. Un sport qu'il pratique dès son plus jeune âge dans le club de sa ville, San Martín de Progreso, jusqu'en 2005. Cette année-là, donc en 2005, il a 15 ans. Et il est repéré par un recruteur et rejoint le centre de formation de San Francisco à Cordoba. C'est une belle opportunité pour lui parce que dans le même temps, ce centre de formation se lie avec un club, le club de Bordeaux, et devient l'Académie des Girondins de Bordeaux. Ce qui veut dire en fait concrètement que les Argentins qui sont dans ce centre de formation, comme Emiliano, peuvent faire des essais à Bordeaux qui à l'époque évoluait en Ligue 1, c'était une sacrée opportunité, ça en tout cas ouvrait beaucoup de portes. Emiliano, lui, en rêve. Il aimerait un jour côtoyer un grand club européen. Il passe les tests chaque année, mais à chaque fois est recalé. Entre-temps, en 2009, il part vivre à Grenade, en Espagne. Il est recommandé au club portugais du FC Crato. Emiliano Sala y joue un match officiel, il marque 2 fois. Mais décide, soudainement, de quitter le club et de retourner en Argentine. Il a alors 19 ans, il a pris à ce moment-là une décision. Il veut mettre le foot de côté et se consacrer à ses études. Mais juste avant d'entamer cette démarche et peut-être vraiment de mettre le foot de côté,
Il effectue un dernier test à Bordeaux, c'est un peu sa dernière chance. Et c'est là qu'il tape enfin dans l'œil des recruteurs du club. Quand il arrive à Bordeaux au début de la saison 2010-2011, il n'est pas titulaire et figure très souvent sur le banc de touche ou en équipe réserve. Il va être prêté par le club à plusieurs reprises pour engranger de l'expérience. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le foot, en fait c'est normal hein, pour les jeunes joueurs que le club veut garder en plus tard, eh bien ils sont prêtés généralement dans des clubs qui évoluent dans des divisions inférieures, histoire d'engranger de l'expérience et de revenir plus fort. Il sera prêté une première fois à Orléans, qui évolue en national. Il finit deuxième meilleur buteur du championnat avec 19 buts au compteur en 37 matchs. La saison suivante, il est prêté à Niort, donc un échelon au-dessus d'Orléans, en Ligue 2. Il marque 18 buts en 37 matchs et ensuite il est prêté à Caen, qui évolue en Ligue 1 et il va y rester 6 mois. C'est simple. Entre 2012 et 2015, on commence à découvrir le style Emiliano Sala et surtout à découvrir sa combativité sur le terrain. C'est un joueur longiligne, d'1m87, atypique, très bon de la tête, un joueur qui ne lâche rien, qui court beaucoup. D'ailleurs, ça lui sera reproché par certains entraîneurs, qui diront que des fois il fait des courses inutiles, qu'il perd de l'énergie pour rien. Mais ça lui vaudra d'être adoré des supporters. Le 20 juillet 2015 marque un premier tournant dans la carrière d'Emiliano. Il signe pour une durée de 5 ans au FC Nantes. Le coût du transfert est estimé, écoutez bien, à 1 million d'euros pour un salaire d'environ 40 000 euros par mois. Il va mettre du temps à devenir indispensable à Nantes. Il doit faire sa place. Mais après une première saison de transition où il marquera 6 buts entre 2015 et 2016, eh bien il s'installe comme le buteur providentiel d'une équipe qui peine à marquer à ce moment-là. Lui enchaînera 2 saisons avec 12 buts à chaque fois. Le public de la Beaujoire finit par adopter ce garçon discret, travailleur et peu attiré par les médias. C'est simple. Ces 3 dernières années au FC Nantes, de décembre 2015 à décembre 2018, Emiliano Sala, c'est 42 buts en Ligue 1 et une place aux portes de la sélection argentine. Vous connaissez maintenant dans les grandes lignes la carrière sportive d'Emiliano Sala. Pour parler un petit peu de sa personnalité, Emiliano c'était un garçon discret, je vous l'ai dit, bon camarade, bosseur. Il suffit de lire ce qu'il se disait sur lui à l'époque pour comprendre qu'il n'avait pas la grosse tête. Le maire de sa ville natale, Progreso en Argentine, racontait à l'époque qu'Emiliano jouait au foot avec les jeunes du village à chacune de ses visites pendant la trêve estivale ou hivernale avec le FC Nantes. C'était un modèle pour ces jeunes. C'était l'ambassadeur du village. Tout semblait bien se passer pour Emiliano. En tout cas en apparence. Parce qu'en décembre 2018, Emiliano Sala signe un contrat dans un autre club. Alors la question que tout le monde se pose à ce moment-là est la suivante. Est-ce qu'il se sentait bien à Nantes ? Pour quelle raison ? Si c'était le cas, a-t-il été vendu en plein milieu de la saison ? Je vous explique. Faut savoir, d'après tous les témoignages que j'ai pu lire ici ou là, qu'Emiliano ne se sentait pas forcément soutenu par les dirigeants du FC Nantes. Et il l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Il avait le sentiment de toujours devoir faire plus que les autres pour prouver sa valeur. Plusieurs fois, des joueurs du club se sont vus prolonger leur contrat avec des améliorations de salaire assez nettes, sauf lui, qui, pourtant, je vous l'ai dit, était un élément clé de l'équipe. Et ça, le joueur le vit très mal, éprouvant même un sentiment d'injustice au regard de ses performances, c'est normal. Un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Alan, dira même que vu d'Argentine, on ressentait le fait que Nantes ne le valorisait peut-être pas à la hauteur qu'il méritait. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, c'est ce que raconte cet ami, il l'a gagné et personne ne lui a fait de cadeau. Tout s'est fait à force de travail et de sacrifice. Il se dit même en coulisses qu'Emiliano est très remonté contre Valdemar et Franquita, les propriétaires et présidents du FC Nantes, qui cherchaient en fait à le vendre dès l'été 2018. Ils savent que le joueur peut rapporter gros au club. Un club qui à ce moment-là, en plus de ça, était dans une situation financière compliquée. Ils savent que c'est le moment de le vendre. Il est au top, il marque des buts. Et ils ont la certitude qu'ils ne pourront pas réaliser une plus-value aussi importante plus tard,
Parce qu'en plus de ça, eh bien, ils doivent reverser à Bordeaux, s'ils vendent évidemment Emiliano, Bordeaux, précédent club, souvenez-vous de Salah, 50% du montant encaissé. En fait, c'était une clause qui avait été intégrée à l'époque pour faire baisser le prix d'achat d'Emiliano en 2015. Au début du mois d'août 2018, la direction du FC Nantes mandate des agents pour essayer de le vendre en Italie et démarche l'Udinese, la Lazio et la Sampdoria en espérant récupérer 12 millions d'euros. Clairement, on lui envoie le signal qu'il doit partir. Et Emiliano Sala, à ce moment-là, tombe de très haut. Il a l'impression qu'il n'a pas son mot à dire dans la suite de sa carrière. Il a l'impression qu'on le presse à accepter n'importe quel club, du moment qu'il rapporte de l'argent. Mais lui sait où il veut jouer, dans un grand club européen. Emiliano, ce n'est pas le genre de joueur à aller au clash publiquement, alors qu'il ne dit rien. Mais c'est sur le terrain qu'il va montrer sa désapprobation. Le 1er septembre 2018 précisément, lors d'un déplacement avec Nantes à Strasbourg. Nantes gagne 3-2. Emiliano marque, alors même qu'il avait demandé à ne pas faire le déplacement. Et il célèbre son but avec une main sur la bouche, qui laisse entendre qu'il est bâillonné, qu'il n'a pas son mot à dire. Il se confiera d'ailleurs après au journal L'Équipe et dira ceci. « Je n'étais pas bien, pas heureux. Ce match, je le vis mal. Ce geste, ce n'est pas pour polémiquer, mais pour que les gens comprennent ce que j'ai ressenti. » En décembre 2018, c'est le tournant dans la carrière et la vie d'Emiliano Sala. Le club du FC Nantes reçoit une proposition très intéressante de 17 millions d'euros de la part de Cardiff City, une des 4 équipes galloises qui évoluent en première ligue anglaise, un gros championnat, bien exposé, même si Cardiff n'est pas très bien classé. Neil Warnock, l'entraîneur de Cardiff, cherche un attaquant comme Emiliano Sala, et il le veut absolument. Mais de son côté, Emiliano n'est pas du tout emballé par ce choix, et refuse d'ailleurs une première fois. En fait, il espère mieux. Lui préfère attendre la fin de saison, il n'a pas envie que ce soit précipité, et se voit plutôt évoluer en Espagne la saison prochaine. Il sait qu'il va partir d'ailleurs, il a aussi envie d'aller voir ailleurs, mais encore une fois, pas de façon précipitée. Nous arrivons au mois de janvier 2019, Cardiff montre toujours un grand intérêt pour le joueur. Sa position ne change pas après les fêtes de fin d'année, malgré la pression exercée par le club gallois. Le 6 janvier 2019, Emiliano Sala reçoit un long mail d'un certain Willie McKay. Retenez bien son nom parce qu'il sera un peu plus tard au centre des polémiques. Il est le père de Mark McKay, dont la société avait été mandatée par le FC Nantes pour trouver un club acheteur à Emiliano Sala. Dans ce mail, Willie McKay assure à Emiliano que Cardiff le veut absolument et le mettra dans les meilleures dispositions comme s'il était aussi important que, je cite, Drogba ou Shearer qui sont 2 joueurs emblématiques. La suite du mail dit ceci. « Cardiff croit en toi. Neil m'a dit que tu marquerais plus facilement qu'avec Nantes car tous les joueurs n'auront qu'un seul objectif, te transmettre la balle dès qu'ils l'auront. » Il lui parle aussi de son futur salaire, un salaire hors prime de 57 000 euros par semaine, ce qui est largement plus qu'à Nantes. Et il rajoute « Cardiff peut mettre un jet à ta disposition pour venir te chercher. Tu n'auras pas besoin de signer, mais écoute au moins ce qu'ils ont à te dire. » Par politesse, Emiliano Sala refusera le jet privé et accordera 5 minutes d'entretien à la délégation galloise qui vient une nouvelle fois le superviser le 8 janvier. C'était un match contre Montpellier. Nantes l'emporte 2-0. Le 14 janvier 2019, Emiliano prend la direction de Cardiff, en jet finalement, pour visiter les infrastructures avant de signer un contrat de 3 ans et demi, le vendredi 18 janvier. Finalement, soulagé que tout soit fini, il est content. Il est content de se dire qu'il jouera contre des grands clubs comme Arsenal ou Manchester United. Il dira à la presse galloise être heureux d'avoir signé. Le FC Nantes, lui, va percevoir 17 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 2 millions de bonus, 2 millions conditionnés en fait au maintien de Cardiff en Première Ligue. Si Cardiff se maintient, eh bien Nantes aura 2 millions d'euros supplémentaires, mais aussi 20%
du montant d'une éventuelle revente du joueur. Le samedi 19 janvier 2019, il échange avec sa mère par téléphone, lui expliquant qu'il doit retourner à Nantes pour régler 2-3 trucs. Effectivement, il retourne à Nantes à bord du fameux jet privé, un Piper Malibu PA-46, affrété donc par Will McKay et piloté par David Ibbotson, un homme de 59 ans, originaire de Crowle, une ville du nord-est de l'Angleterre, qui, on l'apprendra plus tard, n'était pas autorisé à transporter des passagers. Il n'avait pas de formation pour voler de nuit et sa licence, écoutez bien, était périmée. La propriétaire de l'avion avait même demandé que David Ibbotson ne pilote plus son Piper Malibu. C'était à l'été 2018, mais on y reviendra un peu plus tard. Toujours est-il qu'Emiliano a été gêné par ce vol aller Cardiff-Nantes. Il a mal supporté ce vol en raison des fortes turbulences. On retrouve Emiliano à Nantes le lundi 21 janvier au matin à la Jonelière, le centre d'entraînement du club. Il doit récupérer ses dernières affaires et faire ses adieux à ses coéquipiers, comme le montre cette photo, qui sera d'ailleurs son dernier post sur le réseau social Twitter. Ensuite, il est conduit à l'aéroport par l'un de ses anciens coéquipiers, Nicolas Palois, à qui il confie dans la voiture sa mésaventure avec l'avion à l'aller et lui raconte ne pas être rassuré par le vol retour. Un vol retour qui, au tout départ d'ailleurs, devait se faire le lundi matin, mais a été décalé en fin de soirée. À partir de là, ce sont à la fois les échanges personnels des protagonistes et les images de vidéosurveillance qui vont nous apporter des précisions sur la chronologie des derniers instants de vie de David Ibbotson et d'Emiliano Sala. Les dernières fois en fait où les deux hommes sont vus et entendus. 1 heure avant l'arrivée d'Emiliano à l'aéroport, David Ibbotson regardait est enregistré en train de faire les derniers réglages sur l'avion le Piper Malibu. Il envoie même cette vidéo de son téléphone portable à l'un de ses amis qui est aussi pilote, un certain David Henderson, dont on reparlera tout à l'heure. Il a l'air détendu. Pourtant, après le vol aller, David Ibbotson était lui aussi inquiet. Il a laissé un message vocal à ce David Henderson, assurant, je cite, avoir entendu une détonation dans l'avion, en plein vol, lors du trajet aller. Voici ce que dit ce message vocal. J'étais en train de voler et puis boum, je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'ai vérifié mes paramètres, tout était bon, l'avion volait toujours, mais ça a attiré mon attention. Après s'être rendu compte que la pédale de frein gauche ne fonctionnait pas lorsqu'il a atterri sur la piste de Nantes Atlantique, il s'est dit que cet avion, je cite, devait absolument retourner au hangar. La veille du vol retour, il enverra un autre message vocal, ce coup-ci à une autre personne, disant ceci. Je suis allé chercher un footballeur à Cardiff. Ils m'ont confié la mission de le récupérer dans un avion dangereux. D'habitude, j'ai mon gilet de sauvetage entre les sièges. Mais demain, je le porterai, c'est sûr. Après avoir fait les vérifications, à 18h30, on peut voir David Ibbotson et Emiliano Sala filmés, en train de passer les contrôles de sécurité de l'aéroport. Emiliano porte un manteau, un jean, des chaussures bleues et un sweat où il est inscrit « Be cool, be nice ». À 19h15, Emiliano s'installe dans cet avion, un avion de 6 places, et laisse un dernier message vocal à son père. Un message dans lequel il fait à nouveau part de son inquiétude concernant l'avion, même s'il le fait sur le ton de la plaisanterie. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y no termina más, no termina más, no termina más, no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que me parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos.
el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Il fait à peine 2 degrés au moment où le Piper Malibu s'élance sur la piste numéro 3 de l'aéroport Nantes-Atlantique et décolle précisément à 20h12 pour une arrivée prévue 2 heures plus tard. Mais 1 heure après le décollage, vers 21h20, l'avion n'émet plus aucun signal radar. Il a disparu, laissant craindre le pire, un crash. Alors qu'il devait atterrir au Pays de Galles à 21h, l'avion n'est pas là et est immédiatement porté disparu. Un avion qui n'atterrit pas, on est d'accord, c'est pas normal. Les gardes-côtes de Guernesey sont alertés et lancent des opérations de recherche au large de l'île d'Aurigny, située à une quinzaine de kilomètres de la Hague et de la côte normande. 2 hélicoptères et plusieurs bateaux sillonnent le secteur à la recherche d'éventuelles traces de l'avion. Les gardes-côtes anglais se joignent aux opérations, mais à 2 heures du matin, les conditions météo se dégradent, il y a des pluies verglaçantes, les nuages sont bas, obligeant l'arrêt des recherches. Des recherches qui reprennent le lendemain matin, avec l'aide de la Marine nationale, mais elles ne donnent rien. C'est alors que John Fitzgerald, chef des opérations de recherche de Channel Airlines Air Search, fait une déclaration qui fait froid dans le dos. S'ils sont réellement dans l'eau, alors je vous dirais qu'ils n'ont aucune chance de survie. Je suis allé nager l'autre jour et j'ai tenu 3 minutes. Il fait excessivement froid dans ces eaux. Une personne immergée ne survivrait probablement pas plus d'1 heure. Très vite, la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala fait la une de tous les médias, y compris à l'étranger, et les premières réactions arrivent, comme celle du président de Cardiff City, Mehmet Dalman. Voici ce qu'il dit. « Nous sommes très inquiets pour la sécurité d'Emiliano Sala. » C'est l'ensemble du monde du football qui est inquiet et choqué. D'autant plus que quelques jours plus tard, le 24 janvier à 16h15, les chances de retrouver des survivants sont réduites à néant quand des morceaux de fauteuil sont retrouvés sur une plage normande. Un petit peu plus tard, après cette trouvaille, la police de Guernesey annonce l'arrêt des recherches aériennes. Un arrêt des recherches qui est très compliqué à vivre pour les familles. Celle du pilote, évidemment, mais aussi celle d'Emiliano Sala, dont la mère, la sœur et le frère se rendent en Grande-Bretagne. Et lance d'ailleurs un appel aux dons pour pouvoir financer des recherches privées, pour pouvoir continuer. Plus de 300 000 € sont récoltés, ce qui permet aux proches d'Emiliano d'entreprendre des recherches privées le samedi 26 janvier en faisant appel à un navire spécialisé dans les recherches sous-marines, un navire qui est équipé d'un sonar. Des recherches qui vont prendre plusieurs jours, jusqu'au 3 février 2019, comme le montrent ces images, regardez. Une épave est détectée à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey et à 60 mètres au fond de l'eau. Une épave d'avion. L'avion est identifié comme étant le Piper Malibu PA-46 et la présence d'un corps encore attaché à l'intérieur est détectée. David Mearns, directeur des recherches, s'exprimera à son tour. Voici ce qu'il dira. « C'est difficile à décrire. L'avion s'est écrasé, il est brisé, mais tout est là. Ce n'est pas comme s'il était complètement fragmenté en 1000 morceaux, dispersés sur l'équivalent d'un terrain de football. Tout est situé à un seul endroit, dans un périmètre restreint de manière ordonnée. Mais il est évident que sur cet espace, il est très abîmé. » Le 7 février, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile annonce que le corps a été remonté, mais que l'avion, lui, n'a pas pu l'être en raison des conditions météo défavorables. En fin de soirée, la police annonce qu'il s'agit du corps d'Emiliano Sala. Et il a été tué sur le coup, sans rentrer dans les détails. Le corps de David Ibbotson, le pilote, lui, ne sera jamais retrouvé. À ce moment-là, après l'annonce, tout le monde prend conscience de ce qu'il s'est joué. Emiliano Sala n'est plus là. Victime donc d'un crash d'avion. Les hommages se multiplient, mais les questions sont nombreuses. Et les révélations, vous allez le voir, incroyables.
Commençons par comprendre ce qu'il s'est passé concrètement avant de s'intéresser à l'enquête. 1 heure après le décollage, les conditions météorologiques se sont dégradées à 26 km au sud de Guernesey. L'avion aurait perdu de l'altitude et serait descendu à 1600 pieds à une vitesse de 130 km à l'heure. L'avion à ce moment-là frôle la mer, une première fois à 200 mètres de l'eau, avant de reprendre de l'altitude, environ 2300 pieds, puis perd subitement le contact radar. On apprendra par la suite que l'avion est tombé brutalement en l'espace de 20 secondes, après que le pilote ait entamé un virage à 180 degrés pour éviter en fait de toucher l'eau. L'avion s'est alors écrasé, le nez en avant, sur la mer, à une vitesse dépassant les 400 km/h. Le bureau d'enquête confirmera tout ça un petit peu plus tard en disant que le pilote de l'avion a effectué une manœuvre à une vitesse excessive qui a entraîné la dislocation de l'appareil, une manœuvre, je cite, probablement destinée à éviter le mauvais temps pour pouvoir voler à vue. Une autopsie est réalisée sur le corps d'Emiliano Sala. Le premier rapport dira qu'Emiliano serait décédé des suites de blessures à la tête et au torse au moment du crash, mais le deuxième rapport vient contredire cette hypothèse, expliquant qu'Emiliano Sala aurait succombé plutôt à une intoxication de monoxyde de carbone et qu'il aurait perdu connaissance ou fait une crise cardiaque avant même le crash de l'avion. Ce qui pourrait également expliquer le comportement de David Ibbotson. Sachant que dans ce type d'avion, c'est important de le préciser, le cockpit et le reste de l'avion ne sont pas séparés. C'est-à-dire que le pilote est en contact avec le passager. Il n'y a pas de séparation. Si Emiliano Sala a été intoxiqué au monoxyde de carbone, il en est de même pour le pilote. Une défaillance du moteur de l'appareil est évoquée sans que rien ne soit vraiment confirmé. Les enquêteurs expliquent, je cite, « Les avions à moteur à piston produisent de fortes concentrations de monoxyde de carbone qui sont acheminés hors de l'appareil par le système d'échappement. Une mauvaise étanchéité de la cabine ou des fuites dans le système de chauffage et de ventilation par les gaz d'échappement peuvent permettre à du monoxyde de carbone d'entrer dans la cabine. » L'enquête, vous le voyez, prend une autre tournure et est plutôt désormais consacrée à justifier la présence de monoxyde de carbone dans l'avion. Les obsèques d'Emiliano Sala ont lieu le 16 février 2019 en Argentine, en présence notamment de ses anciens coéquipiers Nicolas Palois et Valentin Vada, de Loïc Morin, aussi le secrétaire général du FC Nantes, ainsi que de Neil Warnock, l'entraîneur de Cardiff City. Il y avait aussi Ken Chou, qui est lui le directeur général de Cardiff City, et était présent lors de l'enterrement. Will Mackay, souvenez-vous, c'est l'agent qui a négocié le transfert d'Emiliano Sala. Après une veillée funèbre dans son village de Progresso, Emiliano Sala est incinéré à Santa Fe. De son côté, le Football Club de Nantes retirera le numéro 9 de ses maillots, un numéro porté à jamais, donc, par Emiliano Sala. Après l'émotion, place aux questions, à l'enquête et aux responsabilités, avec en ligne de mire l'avion et le pilote. Premièrement, les enquêteurs s'appuient sur les messages de David Ibbotson, comme quoi l'avion paraissait dangereux. Ce PA-46, justement, pour en parler un petit peu, a été construit en 1984 et a donc 35 ans au moment du drame, ce qui n'est pas anormal pour un avion révisé plusieurs fois par an et même entièrement démonté à plusieurs reprises. Le prix d'un tel avion d'occasion est très inférieur à 500 000 € et dépend beaucoup de l'état de l'appareil. L'avion n'a pas pu être analysé parce que l'épave se trouve toujours aujourd'hui au fond de la mer. On suppose donc qu'il y a eu une défaillance du système de protection ou une panne moteur. Certains pilotes interrogés gardent de mauvais souvenirs de leur expérience avec ce type d'avion qui, je cite, cumule des systèmes fragiles et est sujet à des pannes. Ce qui va surtout poser question, c'est tout le contexte de ce voyage. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a rapidement établi que l'avion qui transportait Emiliano Sala n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux. Je vais essayer d'être assez clair pour que ce soit clair, justement. L'appareil enregistré aux États-Unis ne pouvait pas être utilisé pour des vols commerciaux sans autorisation. Ok.
Le pilote et le passager, toujours donc selon ce bureau d'enquête, devaient partager un objectif commun pour le vol. Le vol ne doit pas être fait dans le seul but de transporter le passager. C'est ce que donc dit le bureau d'enquête. Mais l'agent Willie McKay, dont le fils Mark, souvenez-vous, a organisé le voyage, explique qu'il n'a pas été demandé à Emiliano de payer son vol. Le vol était donc, selon Willie McKay, privé et non commercial. C'est comme ça qu'ils arrivent à détourner un peu la règle. Mais l'enquête va mettre en lumière d'autres problèmes. Ce n'est pas David Ibbotson qui devait être aux commandes de l'avion ce jour-là. C'est David Henderson, on en a parlé, souvenez-vous. 67 ans à l'époque. C'est lui qui devait piloter l'avion, selon la propriétaire du Piper. C'est lui qui a été mandaté pour transporter le joueur. Il devait piloter lui-même l'avion, c'est ce que détaille la propriétaire. Voici ce qu'elle dit d'ailleurs dans les journaux après. J'ai découvert par la suite qu'il n'était pas disponible et qu'il avait demandé à David Ibbotson de voler à sa place, sans ma permission. Mais Henderson n'était pas dispo, il était en vacances à Paris avec sa femme. Et comme il ne voulait pas passer à côté de l'opération, il a demandé à David Ibbotson, qui n'avait pas, je le répète, la licence pour des vols commerciaux, même si la défense maintient qu'il s'agissait d'un vol privé, il n'était pas non plus habilité à voler la nuit. Selon les médias britanniques, le pilote David Ibbotson était daltonien, ce qui l'empêchait de voler la nuit. Et sa licence de pilote ne disposait pas de la qualification au vol de nuit. David Henderson était-il au courant de tout ça ? Eh bien oui, comme le prouvent ses échanges SMS quelques jours avant le vol, pour le supplier d'accepter. Voici ce que disent ces échanges. Nous avons tous les deux la possibilité de nous faire de l'argent, mais pas si nous contrarions les clients ou si nous attirons l'attention de la CAA. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il a eu aussi une attitude déconcertante juste après le crash, le 21 janvier 2019, à 21h41, alors même que l'avion a disparu des écrans radars. Voici ce que David Henderson a écrit au mécanicien David Smith. Le Malibu a disparu en rentrant de France. Surtout, ne dis rien à personne. Le lendemain matin, après une nuit que l'on imagine très courte, David Henderson écrit à Faye Cayley, qui est en fait la propriétaire du Piper Malibu, qui transportait Emiliano Sala. Il lui envoie ce court message « Appelle-moi ». À 6h49, David Henderson réécrit au mécanicien en disant « Appelle-moi, urgent, le Malibu est tombé dans la Manche ». Puis à 8h12, ce même matin, David Henderson envoie un texto à un ami qui connaît David Ibbotson. Voici ce que dit le SMS. Ibo a craché le Malibu et s'est tué, lui et le passager VIP. Une putain de catastrophe. Il y aura une enquête. Il envoie ensuite un message à un autre ami à 9h04. Un ami qui l'interroge sur la disparition de l'avion dont il vient d'entendre parler. Voici ce que dit David Henderson. Ouais, c'est un avion que je gère. Il faut être très prudent. Ça ouvre une boîte de Pandore. Reste très discret, s'il te plaît. Et enfin, à 10h17, David Henderson informe la propriétaire de l'avion par SMS. Salut Faye, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. David Ibbotson a craché l'avion la nuit dernière. Lui et le passager tué. Le passager est un footballeur célèbre, donc j'ai bien peur qu'il y aura une grosse investigation. On a besoin de conseils juridiques avant de répondre à quoi que ce soit comme question. Contacte-moi dès que possible. Lors du procès, il se défendra. Voici ce qu'il dira. J'ai prévenu Willie McKay que je ne pourrais pas assurer le transport entre Nantes et Cardiff les 19 et 21 janvier. Il s'est montré très insistant. Je lui ai dit que j'allais essayer de trouver un pilote. Je savais que le Piper était en état de voler. J'ai appelé David Ibbotson, il m'a dit oui, immédiatement, pour assurer le vol. Je lui ai donné les dates, du samedi au lundi. Je n'avais aucun doute sur les capacités de David Ibbotson. Il m'a parlé de problèmes techniques. Ce n'est pas inhabituel sur ce genre d'avion. J'ai fait confiance à David pour qu'il voie avec un mécanicien sur place pour qu'il regarde l'avion. J'étais en week-end à Paris, mais je sentais que c'était de mon rôle de m'intéresser à ce problème. J'ai eu des échanges avec lui à ce sujet. Ouais, je faisais confiance à David Ibbotson pour le vol retour aussi. Je ne lui ai mis aucune pression pour faire ce trajet.
C'est de la responsabilité du pilote de s'assurer que le vol peut se faire en toute sécurité. Le vol retour était prévu pour le lundi matin, je suis rentré au Royaume-Uni le dimanche matin. Une fois que j'ai su avec le mécanicien David Smith et son homologue français que l'avion avait été regardé, je n'ai pas eu d'inquiétude pour le vol retour. Le soir du 21 janvier, j'ai cherché l'avion sur Flight Radar, j'ai appelé l'aéroport de Cardiff. Le temps passant, j'ai commencé à m'inquiéter. Puis j'ai appris que le Piper Malibu avait disparu. J'étais forcément bouleversé d'apprendre le crash de l'avion avec ces personnes à bord, dont David, que je connaissais. C'était inévitable qu'il y ait une enquête. J'ai coopéré à l'enquête, j'ai fourni toutes les informations nécessaires. Il y a eu des spéculations sur le fait que j'étais le pilote de l'avion. Mon nom a été annoncé dans ce sens dans la presse. David Ibbotson m'avait prévenu qu'il avait perdu sa carte de crédit. J'avais donc réglé les factures pour l'essence à l'aéroport et aussi les factures de son hôtel. Le 28 octobre 2021, après 2 semaines d'audience et 7 heures de délibéré, le jury populaire d'un tribunal de Cardiff a déclaré David Henderson, 67 ans, coupable d'imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger un appareil. Il avait par ailleurs plaidé coupable de transport d'un passager sans autorisation valide. Il avait été depuis laissé en liberté. Il a écopé lors de ce procès de 18 mois de prison. Ce n'est pas le seul à écoper de la prison, puisque, écoutez bien, 2 Britanniques, un homme et une femme, ont écopé respectivement de 14 à 5 mois de prison pour avoir, je cite, illégalement visionné l'autopsie d'Emiliano Sala et avoir fait fuiter les photos de son corps sur les réseaux sociaux. Ils avaient plaidé coupables. Malheureusement, la famille d'Emiliano va avoir du mal à faire son deuil et va devoir faire face 3 mois plus tard, le 26 avril, à un nouveau drame. Horacio Sala, le père d'Emiliano, meurt d'une crise cardiaque à son domicile de Progresso, à 58 ans. 2 ans plus tard, le mardi 6 juillet 2021, la sœur de l'Argentin, Romina Sala, qui n'a cessé de rendre hommage à son frère, notamment sur les réseaux sociaux, est retrouvée entre la vie et la mort après avoir tenté de mettre fin à ses jours. C'est l'un de ses amis, alerté par un SMS, qui s'est rendu au domicile de Romina, qui a appelé les urgences. Elle a été placée à ce moment-là sous assistance respiratoire à l'hôpital José María Cullen de Santa Fe. Aujourd'hui, elle est sortie d'affaire. L'affaire n'a pas fini de faire couler de l'encre puisque le club de Cardiff a refusé de payer le transfert, martelant que le transfert d'Emiliano Sala n'avait pas été finalisé au moment de l'accident. Des poursuites ont été engagées à ce moment-là par le club du FC Nantes. Il faut savoir qu'après ça, Cardiff a réclamé près de 110 millions d'euros au club nantais au titre, je cite, d'indemnisation des préjudices subis. Mais finalement, la chambre compétente au sein du tribunal de football de la FIFA a annoncé que Cardiff devait payer un peu plus de 11 millions d'euros correspondant aux 2 dernières tranches du montant total convenu à l'époque entre les 2 clubs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous l'avez vu, c'est donc une vidéo différente. J'essaierai de faire ce format régulièrement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, en commentaire. Il y a aussi une FAQ qui se prépare, une foire aux questions, parce que si vous suivez les aventures du studio, vous savez, ce nouveau studio que j'ai créé en bas dans ma cave, sachez que c'est prêt. Je vais rentrer d'ici peu. Peut-être dans les prochaines vidéos, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le studio. En tout cas, je vous ai promis que la première vidéo que je ferai dans le nouveau studio, eh bien, je la ferai différemment. Ce sera une foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions dans un post il n'y a pas très très longtemps et j'essaierai d'y répondre. C'est histoire de faire une vidéo différente qui marquera la première vidéo dans le nouveau studio. Et vu que vous avez été très nombreux à suivre
les aventures des travaux. Vous avez été très nombreux à m'encourager, à donner cet élan. C'était très cool, merci beaucoup. Eh bien, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Ce sera bientôt, donc n'hésitez pas en commentaire aussi à poser vos questions. Je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!